Des hélicoptères de combat Mi-24 et des radars pour les forces armées maliennes. Fruit de la bonne coopération entre le Mali et la Russie, ces matériels ont été réceptionnés par le chef d'état-major général des armées à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Bientôt un palais bien sûr pour les pionniers du Mali. Une décision prise en Conseil des ministres il y a une dizaine de jours. Parmi les objectifs, favoriser la formation civique et morale des jeunes du Mali. Notre reporter Lucien Touré est allé à la rencontre des acteurs en charge de la question. Son compte rendu dans ce journal. Également dans ce 20h, nous irons à Ségou pour parler d'une vieille tradition dans la société malienne durant le mois de Ramadan. Il s'agit du don de sucre, un geste de l'époux à l'endroit de sa belle famille. Focus Santé, on parle ce soir de la carence nutritionnelle. Au dire des spécialistes, elle signifie un apport insuffisant en nutriments pour que le corps soit en bonne santé. Comment éviter une carence nutritionnelle? La réponse en fin de journal. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le chef d'état-major général des armées vient le réceptionner. Des hélicoptères de combat Mi-24 et des radars pour les forces armées maliennes. Ces matériels qui viennent renforcer les capacités opérationnelles des FAMA sur le terrain ont été acquis grâce à la bonne coopération entre le Mali et la Russie. Aréju Matinan et Taeb Adjaouiakoui ont suivi la cérémonie de réception à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. L'armée malienne, engagée dans une guerre asymétrique, continue de se renforcer considérablement en équipement ultra-moderne et adapté à la situation actuelle du terrain. Des nouveaux vecteurs aériens, issus de la parfaite coopération avec la Russie, viennent d'être réceptionnés par le commandement militaire. Il s'agit de deux hélicoptères de combat Mi-24 sortis d'usine, donc flambant neufs, ainsi que des radars très importants dans le dispositif qui permettent de surveiller notre espace aérien. C'est un deuxième lot de matériel. La fois dernière, le ministre avait reçu le premier lot. C'est composé de moyens aériens, de radars et puis d'hélicoptères de combat. C'est un renfort pour nous. Depuis un certain temps, on a commencé cette dynamique offensive. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, tentons de le faire en autonome. L'objectif de tout ce que nous faisons au niveau de l'état-major général des armées et des armées et services, c'est de travailler à garder notre autonomie pour être en mesure de défendre de façon autonome notre territoire. Et je pense que cette réception cette nuit rentre dans ce cadre-là. Et la volonté politique, elle est manifeste. C'est grâce à cette volonté que nous continuerons à recevoir de l'équipement militaire. Depuis un certain temps, on le sait, le Mali travaille avec l'État russe. Et l'acquisition de tous ces matériels, c'est dans le cadre vraiment de ce partenariat entre l'État russe et puis l'État malien. L'armée malienne est désormais dans une nouvelle dynamique en vue de retrouver son lustre d'antan. La manifestation d'un partenariat très très fructueux depuis que nous avons commencé à reprendre à travailler avec l'État russe. Ça c'est le premier. Le deuxième point, c'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne en moyens conséquents pour qu'elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Ce deuxième lot d'équipement russe permet à l'armée de poursuivre sa montée en puissance. Suite de la mission du Conseil économique, social, culturel auprès des Maliens établis aux États-Unis, conduite par le président de l'institution, Yacouba Katile, elle a rencontré des Maliens de New York, correspondance de Aïssata Ibrahim Maïga avec la voix de Batraoré. Les préoccupations des Maliens de l'extérieur ont généralement pour nom l'acquisition de la carte NINA et du passeport, l'obtention du logement et j'en passe. La création d'une banque de la diaspora est aussi une des préoccupations de nos compatriotes qui espèrent pouvoir investir au Mali sans risque de se faire escroquer. C'est une première, nous ne voulons pas que ça s'arrête là parce que en tant qu'institution, le Conseil est là-bas depuis l'année 92, mais ils ne sont jamais venus aux États-Unis. Vraiment, merci pour la première fois. Et franchement, nous avons parlé entre nous Maliens, nous avons énuméré tous les problèmes que nous avons. Nous avons pu engager des solutions ensemble.
Mais ce qui est sûr, nous sommes très contents de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour la première fois que le Conseil économique, social et culturel se déplace pour rencontrer la communauté malienne vivant aux États-Unis, son président s'est réjoui. Mais ils ont fourni des efforts, ils ont fait des sacrifices pour être là. Et les préoccupations aussi qu'ils ont eu à poser, les attentes, les besoins, ça démontre que la suffisance qu'ils ont vraiment, ils pensent au pays. Et leur souhait que ces pays soient vraiment un pays émergent. Malgré les préoccupations multiples des uns et des autres, nos compatriotes ont répondu présents à l'appel du Conseil économique, social et culturel pour le recueil de leurs préoccupations. Nous sommes lundi 18 avril, le lendemain du jour de Pâques. Il est appelé lundi de Pâques. Si dans certaines familles chrétiennes, catholiques, le lundi de Pâques est fêté avec ferveur. Pour d'autres, c'est tout simplement un jour férié afin de permettre aux fidèles chrétiens de se reposer. Fadima Keita. Le lundi de Pâques date du Xe siècle. C'est un véritable symbole de la religion chrétienne catholique associé à la fête de Pâques qui célèbre la résurrection du Christ. C'est donc un jour férié hérité de la religion catholique, à l'instar du jeudi de l'Ascension, du lundi de Pentecôte, de l'Assomption, entre autres. Les évangiles ne rapportent aucun événement particulier pour le lundi de Pâques. Cependant, il est marqué dans les églises par des messes, des prières pour la communauté et la nation. Le lundi de Pâques, comme son nom l'indique, Pâques est toujours fêté un dimanche. Ce qui fait que le jour qui suit Pâques, l'Église prend la peine de donner aux chrétiens un repos. Le lundi de Pâques ne signifie pas autre chose, ce n'est que la méditation de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Après Pâques, l'Église donne encore une semaine de méditation sur la résurrection. Et cette semaine débute effectivement avec le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, ce n'est pas un jour biblique. C'est un jour qui a été instauré par l'Église catholique. À Niamakoro, dans la famille du coordinateur de catéchèse à la paroisse de Sacré-Cœur, les retrouvailles et cantiques de la chorale de Niamakoro Sokurani se poursuivent ce lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, c'est la continuité, j'allais dire le couronnement. Nous sommes toujours dans la mouvance pascale. Alors, c'est la joie, c'est la fête dans la famille. Alors, tous les membres de la famille se retrouvent pour se donner la paix, pour se souhaiter la prospérité, et voilà, dans la famille. Ce lundi de Pâques, prions pour la communauté chrétienne, nos fils et petits-fils. Que le Christ donne la force et les moyens nécessaires aux autorités de la transition afin de ramener la paix et la stabilité au Mali. Par contre, dans la famille Samaké, les membres ne prévoient rien. Ils estiment que c'est une journée off, c'est-à-dire de repos. Aujourd'hui, chez nous, le lundi de Pâques, comme d'habitude, on ne prévoit rien, à part que les gens qui n'ont pas pu venir le jour de la fête de Pâques, ils viennent nous rendre visite et on passe la journée ensemble. Selon certaines sources, le lundi de Pâques est l'unique jour férié dans le calendrier français qui ne correspond ni à une commémoration nationale, ni à une fête chrétienne. Ce communiqué, le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, BPN-RPM, adresse ses vœux de joyeuses fêtes de Pâques à la communauté chrétienne du Mali. Le Bureau politique national du RPM invite la communauté chrétienne à prier pendant cette importante célébration pour la paix sociale, la sécurité des hommes et de leurs biens. Direction Ségou pour parler d'une vieille tradition dans la société malienne durant le mois de Ramadan. Il s'agit du don de sucre, un geste de l'époux à l'endroit de sa belle famille. Le geste est perçu comme une marque de solidarité, de respect et de considération à l'endroit des beaux-parents. Selon les constats, cette pratique est en train de perdre son sens. Ramata Konaté et Bassi Traoré se sont intéressés au sujet. Le don de sucre à la belle famille durant le mois de Ramadan. Face à la pratique, des familles sont partagées entre habitudes et pesanteurs sociales. Très souvent, on a tendance à donner un caractère obligatoire à ce geste, tant la pratique est fortement ancrée dans les habitudes en ville.
Le vieux Konandi, âgé de plus de 80 ans, un fervent défenseur des us et coutumes, nous édifie sur le cas de la grande famille des Konandi à Ségou. Jusqu'à nos jours, il y a la séquence à la Il y a eu un léger changement parce que c'est devenu du sucre. Sinon, auparavant, c'était de la nourriture qu'on préparait et qu'on apportait dans la belle famille. Et souvent, en argent, il y en a qui envoient de l'argent à leur belle famille. Ce geste a permis à nos grands-parents de raffermir les relations entre époux et belle famille, ce dont leur servait aussi de baromètre de la vie du couple. Badola samia nyana lu ben samia manya u be gila taw no ini muto ni wonche mais samia ni ma oke wo wulu ba nyi ni abe ko mo wulu nyom medi utmo re kam moni chungolo fe wo re ma changa ga chugoro yi pour ga kon wa parce que chikalai. De l'historique à la symbolique, ce geste contribue au maintien des relations humaines. La date de on fait sinon à te fouille tien furu là. Mais avec fait furu là parce que about inde to nyona sukoro ere beaucoup de oui la dawde do akona to akapi sukoro kilo duru ifta soro kuma da nafaka bubi temeto be wafla di burange mam 5 kilos de sucre ça coûte combien 10 000 manchaoya mais tu vois le sens même about inde do nyona surtout ça me fait plaisir à kafo connait burange sukoro duma fait pas de do c'est petit mais c'est significatif. Acte de générosité ou marque de considération ou encore conformisme social, le don de sucre aux beaux-parents par les époux tend à perdre sa valeur d'antan. o kuma na ne tɛ cɛ jɔlen ye a man ka kɛ sababu ye ka ne muso kɛ lagosi fɛn ye a faso kɔnɔna na mɔgɔw k'a ni hakili fɛ. Le don de sucre, un produit très consommé en ce mois béni de Ramadan. Pourquoi spécifiquement le sucre pour ce geste? Par rapport au cas particulier du sucre, il faut savoir que c'est un produit qui est largement consommé pendant 6 mois, et contrairement à d'autres tels que le cola, c'est pratiquement avec tout ce qu'on consomme au niveau de la rupture. Donc on suppose que tout le monde en a besoin. À la jeune génération de conserver cette tradition pour renforcer les liens de cohésion sociale, de parenté, de fraternité et surtout de solidarité. À présent, suivons nos reporters Ibrahima Togola et Aruna Djara qui nous amènent dans certaines rues de Bamako pour constater les nouvelles habitudes adoptées en cette période de Ramadan. Au grand carrefour d'artistes à la Maison des Jeunes de Bamako, Alou Badara Niminou n'est accompagné que par 2 de ses amis. Habituellement, ils sont près d'une vingtaine à se retrouver chaque soir. Avec le Ramadan, c'est une nouvelle habitude qui s'impose. Celle de la faible fréquentation du grain par certains de ses membres. Le même changement s'opère au grain Bismilaï à Bamako-Koura, c'est-à-dire la bienvenue. Le Ramadan imprime ses marques, même dans le parler. Tout a presque changé. Parce que ce qui a fait bien, mais nous avons qualité mononké, nous avons qualité d'abla, sans boire et bouli.
jɛnatigɛ yɔrɔ la an kan ka taa cogo di, denmisɛnninw kan ka taa cogo di, an kan ka furumuso ladon cogo di, an kan ka wolodenw ladon cogo di, an ka baro bɛɛ bɛ bolo de kan. O kɔfɛ baro min bɛ d'o kan o baro de ye Ala ko ye quoi. I y'a fɔ, an bɛ kuma Ala ko kan, an kan k'an yɛrɛ minɛ cogo min na ka taa Ala ma, an kan k'an yɛrɛ dɛmɛ cogo min na pour que denmisɛnninw bɛ se ka siniɲɛsigi sɔrɔ ka taa Ala ko sira kan quoi. An ka gɛrɛn baro bɛ kuma o fɛnɛ kan quoi. Kadija Doumbia confirme bien ces propos de M. Sangaré, tous membres du même cercle d'amis. An bɛ kulonkɛ caman fɔ ɲɔgɔn ye ni kɔrɔkɛw donc caman bɔr'o la. Bon an bɛ yɛlɛko kumaw kɛ mais an tɛ kuma lankolonw fɔ. Nous sommes des frères ici. Ni ne ni n kɔrɔ ni bɛɛ ye ne kɔrɔkɛw de. Ça se passe bien. Mɔgɔ sugu o sugu i nana i bɛ kun mais n'a n'i ka kow ma kɛ kelen i bɛ taa ka sɔrɔ an b'i gɛn. I bɛ taa kɛ parce que ni fɛn yiral'i la n'i nana k'i b'i jogo di jogo min b'e la k'e b'o k'anw ta ye donc n'a yirala i jogo n'an jogo tɛ kelen donc i bɛ taa n'i yɛrɛ ye. Installé juste à côté du grain Bismilaï, Alassane Doumbia est frigoriste. Il affirme que sa tendance est plutôt très bonne grâce à ce ramadan qui coïncide avec une forte chaleur. Voilà, ne to galabu kala parce que ndege dala depuis fitini yelema mi dona anga programme na bon loro sungalo la aire de travail ani ni sungalo te aire de travail kilente ko o yelema ko ne dona pratiquement. Chez Nyama Sako, dans cette rue de Bagadadji, c'est le calme sous ces hangars. Les amis semblent être abattus par les jeunes. Difficile de communiquer, même le téléphone portable est oublié pour un temps. Ni waati bɛɛ sunkalo la wuladafɛ b'a a kuma ma nɔgɔ so bɛ manu kan hali n'a tɛ ne kan a bɛ manu kan i m'a ye dɔw bɛ sunɔgɔ la dɔw sigilen don fɛn na ten. Pour ces demoiselles, le changement doit être d'abord sur le cœur avant d'être dans les habitudes. Mariam jogo min bɛ Mariam y'o bila sunkalo la i n'a fɔ k'i sigi baro kuntanw na kɛnɛmalaw la yala-yalabaw a ka ca. Ne kelen don ka baara caman sigi bolo la ne bɛ hinɛ mɔgɔw la ka sɔntigɛw dilan mɔgɔw ye n bɛ mɔgɔw ka sɔntigɛw labɛn ka d'u ma ne ye baara caman labɛn. Cɛman dabilara dɛ mɔgɔ kɔrɔfɔw tun b'o la jurumuna ko caman tun bɛ yen nɔ an bɛ Ala deli Ala ka n'an segin olu ma bilen. Se promenant un peu dans les rues de Bamako, la tendance au Ramadan n'est pas directement visible chez les jeunes. Tout ce que l'on peut dire est que l'ambiance de la ville est un peu morose. Restons dans la même dynamique pour parler du sport nocturne qui est pratiqué par bon nombre de jeunes durant ce mois béni de Ramadan. Le plus souvent, c'est autour des tournois pour faire passer le temps. Le sport nocturne, des moments de retrouvailles uniques. Le dossier est signé Serakatou Sissé et Sidiki Koulibaly. Le jeûne amorce une vitesse de croisière. L'organisme a pris un coup au bout de 18 jours de pénitence et de privation. La pratique nocturne du sport dans la capitale est un phénomène répandu en cette période de Ramadan. Effectivement, le but est la cohésion sociale, afin que les jeunes puissent se retrouver, se reconnaître encore plus, pour qu'on puisse encore aussi fêter le Ramadan en beauté. Ce tournoi est facteur de cohésion, d'unité et de distraction. Oui, mais c'est la première édition. On espérait que ça soit continuel, parce que le bureau a un mandat, qu'après nous, les jeunes continueront à le faire aussi. Auparavant, Tomorougou, c'était un grand quartier de football. Quand tu regardais l'équipe nationale, il pouvait trouver à peu près 6 personnes de Tomorougou. Aujourd'hui, tout ça là, c'est perdu. À quelques kilomètres de là, un autre décor, une autre passion, une autre ambiance. La Coupe Donald Silla sur le terrain basket à côté de l'Institut français ex-CCF. La température monte dans cette finale très disputée. Cette coupe de football est très animée la nuit. Chaque mois de Ramadan, on organise cette compétition dénommée Petit Goal. On remercie l'initiateur Donald Silla. Plusieurs internationaux ont participé au tournoi, comme Yves Bissouma, Amadou Aïdara, Djadji Samasekou et Amadou Traoré Dou ont souhaité pérenniser les tournois. Elle gagne l'adhésion des jeunes Bamakois d'année en année. Certains viennent d'horizons divers pour assister au spectacle. Nous visons le développement du quartier et la réussite de cette compétition. La pratique du sport nocturne en plein Ramadan intéresse les passionnés tous azimuts.
Les membres de l'Association internationale des femmes du Mali ont remis des denrées alimentaires aux veuves des militaires de Kati. Ce geste humanitaire vise à améliorer le quotidien des bénéficiaires. Saloum Konaté. 2 tonnes de riz et de sucre, une importante quantité d'huile ainsi que de boubou pour les orphelins de guerre, c'est la composition du don remis par la présidente de l'Association internationale des femmes du Mali, AIFMA. Ce geste de bienfaisance de l'AIFMA témoigne la solidarité entre les fils du Mali. Nous connaissons les difficultés que traverse notre pays actuellement. On ne peut que remercier les donateurs. Ces orphelins auront à manger en ce mois béni. Nous disons également merci aux autorités de la transition. L'AIFMA, à travers sa présidente, lance un cri de cœur à toutes les personnes de bonne volonté en cette période de soudure. L'AIFMA a décidé de faire un don de vivres aux femmes victimes de guerre, les femmes dont leurs époux sont tombés dans les champs d'honneur pour la patrie, pour ce beau pays, le Mali. Nous demandons à tous les Maliens aussi de faire une bonne action pour ces femmes et les enfants orphelins. Les autorités locales ainsi que les veuves saluent cette initiative. Des bénédictions sont formulées pour le repos éternel de nos soldats tombés sur le champ de l'honneur. Bientôt, un palais pour les pionniers du Mali. La structure vient d'être formellement créée et son siège sera inauguré très prochainement ici à Bamako. Dédié à la formation morale et intellectuelle des jeunes, le palais des jeunes, bien sûr, dispose des démembrements dans les différentes régions du Mali. Alousseni Touré. Le 6 avril 2022, le Conseil des ministres a adopté un projet de texte relatif à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Palais des Pionniers. La dite structure, qui est un établissement à caractère scientifique et technologique, a pour objectif de contribuer à la formation de l'homme malien à travers une prise en main de la frange jeune. Le bâtiment qui va bientôt abriter le siège a déjà été érigé à Magnambougou. Les motivations qui sous-tendent la création du Palais des Pionniers relèvent en grande partie de la situation actuelle que vit le pays, une situation caractérisée par un profond déficit de citoyenneté et de civisme. En effet, par éducation pionnière, il s'agit de promouvoir les valeurs de civisme, de respect de la chose publique, de bravoure et de solidarité qui ont toujours constitué les fondements de notre société. Le Palais des Pionniers va contribuer à impulser une dynamique sociale dans le sens du renforcement des valeurs comme le patriotisme, la bonne conduite en société, le respect de la personne, de l'environnement et du bien public. Le mouvement Pionnier, qui est une association au sein de laquelle évoluent des jeunes scolaires maliens entièrement dédiés à leur pays, est l'instrument de cette volonté politique. Le palais était longtemps attendu. Il aura comme vocation de former les jeunes afin de les modeler et les préparer à servir leur pays. Le Palais des Pionniers se veut un institut d'éducation pionnière pour renforcer l'ancrage des valeurs, des pratiques positives de citoyenneté et de civisme dans les réalités maliennes. Il est érigé en établissement public à caractère scientifique et technologique. Dans cette perspective, je peux dire que le Palais des Pionniers a pour vocation de promouvoir la formation et la recherche sur l'éducation pionnière en vue de sa prise en compte dans les politiques et stratégies nationales. À cet effet, il sera chargé notamment de sensibiliser et de former les pouvoirs publics et les communautés sur l'éducation pionnière, d'élaborer et mettre en œuvre des programmes de recherche sur l'éducation pionnière, de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la construction citoyenne et enfin d'assurer un appui technique au programme de construction citoyenne. Ce palais-là va faire la refondation de ce Mali-là. Donc nous, on est contents, on est fiers et nous pensons que notre rêve, ça devient une réalité présentement. La mission du palais, c'est revaloriser l'éducation pionnière. Et comme on le dit, l'éducation pionnière là, est axée sur la loi des pionniers qui compte les 9 articles. Autrement dit, refonder le Malien, ça va se baser sur cette éducation pionnière-là. Donc ça va servir, c'est un endroit où il y aura une formation permanente, continuelle des enfants de ce pays-là. Le Palais des Pionniers sera un centre de formation qui recrutera en fonction des critères bien déterminés. Nous pouvons citer entre autres critères pour les activités de formation au sein du Palais des Pionniers, qui doit être perçu comme un institut de formation. Il sera fait des appels à candidature.
Par contre, pour l'éducation pionnière, elle concernera tous les enfants et jeunes du pays pour faire d'eux des citoyens pétris de valeurs, responsables, conscients de leur citoyenneté et engagés à défendre le pays contre quelque forme d'agression que ce soit. Le programme portera sur les symboles de l'État, les valeurs et principes de la démocratie et de la République. Les recherches, quant à elles, permettront d'approfondir davantage ces valeurs et principes pour faire de notre pays une nation qui forge des citoyens modèles. Maintenant, le travail devient plus ardu. L'ingéniosité des pionniers doit être plus mise en exergue pour qu'on dise enfin ils ont mérité ce palais-là parce qu'il fallait le palais pour la refondation de ce Mali-là. Parce que je le dis haut, pour refonder ce Mali-là, il faut partir dans la famille. Et qui parle de la famille, c'est nos enfants. Le mouvement pionnier a connu des moments de gloire et a fait la fierté de tout un pays, en particulier sa jeunesse. Ce mouvement m'a amené pour la première fois en Tchécoslovaquie en 1964. La première fois pour moi de rentrer dans l'avion, c'était à cette époque-là. Donc ce souvenir ne peut jamais s'éteindre. L'esprit du mouvement, c'est la convivialité, l'entraide, tu vois, le patriotisme. C'est surtout cela. Créé depuis les premières années de l'indépendance de notre pays, le mouvement pionnier a traversé plusieurs péripéties avant de se voir à nouveau mis sur les fonds baptismaux en 1996. Depuis, il cherche sa voie. On peut aujourd'hui croire qu'il l'a retrouvée. Le cercle de Yanfolila a abrité hier une concertation populaire organisée par l'association Yanfolila Nieta. Elle vise à soutenir la transition. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Aliou Idrissa Maïga et Moulay Sidibé. Cette journée de concertation populaire, de prière et de bénédiction est initiée par l'association Yanfolila Nieta. Objectif, apporter son soutien à la transition. Dieu nous a amené le colonel Assimi Goïta qui est en train de tirer le Mali petit à petit du fond du puits. Nous, les citoyens, n'avons pas d'autre possibilité que d'accompagner les actions du colonel Assimi Goïta. Les forces vives du Wassoulou qui ont répondu à l'appel de Yanfolila Nieta apprécient la démarche. Nous ne devons pas nous asseoir et voir ce pays sombrer, sinon nous n'aurons pas d'avenir. C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu cette activité, que d'autres localités fassent la même chose pour soutenir la transition dans son ensemble. Par leur soutien, ils interpellent les autorités de la transition pour que l'élan ainsi amorcé ne soit jamais abandonné. Mon ministre sera informé pour transmettre à qui de droit. Les hommes de caste de Yanfolila ont remis une enveloppe symbolique de 10 000 francs CFA aux représentants du ministre en guise de soutien aux FAMA. Auparavant, une séance de prière, de bénédiction et de lecture du Saint-Coran a eu lieu pour une transition réussie au Mali. La remise des exemplaires du Saint-Coran plus une enveloppe symbolique par le représentant du président du Haut Conseil des collectivités à la grande mosquée de Yanfolila et un don de sucre aux imams et chefs coutumiers de la localité ont mis fin à l'activité. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 11 nouveaux cas positifs sur 596 tests réalisés, 5 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 91 patients sont sous traitement. Focus Santé, on parle ce soir de la carence nutritionnelle. Pour dire des spécialistes, elle signifie un apport insuffisant en nutriments pour que le corps soit en bonne santé. Comment éviter une carence nutritionnelle? La réponse avec Baraksa Ouattara et Aliou Touré. On parle de carence nutritionnelle lorsque notre organisme ne reçoit pas tous les nutriments et micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et sels minéraux nécessaires à son bon fonctionnement. Cela peut se produire lorsque ces éléments sont absents de notre alimentation ou bien que notre corps présente certaines difficultés à les absorber ou à les assimiler. Nous pouvons avoir des carences en macronutriments ou des carences en micronutriments. Donc généralement les carences en macronutriments, on les appelle le plus souvent la malnutrition. Donc il peut être une carence par exemple en glucides, une carence en protéines ou une carence en lipides. Donc généralement quand une personne est malnutrie, sur le plan physique, on peut le savoir
à travers, comme je l'ai dit, la mesure du poids ou de la taille. Et donc, avec l'amaigrissement, avec souvent les cheveux roux cassants, souvent aussi avec les signes de pâleur, on peut savoir si la personne est anémique. Quant aux carences de type micronutriments, elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Il faut des examens cliniques ou biologiques pour les détecter. Parmi les carences les plus courantes au Mali, on peut citer les carences en fer, en vitamine D, en calcium. Les symptômes d'une carence alimentaire varient selon le nutriment manquant. Ici, sur le plan micronutriments, c'est surtout la carence en fer qui est beaucoup plus fréquent chez les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes allaitantes, mais aussi les enfants de moins de 5 ans. Donc généralement, ce type de carence, on le retrouve beaucoup au Mali. Et on parle d'anémie. Il faut le dire qu'il y a beaucoup aussi d'autres types d'anémie, mais d'anémie par carence en fer est beaucoup plus répandue au Mali. Et nous pouvons aussi avoir les carences en vitamines, comme la vitamine A, ou les carences en iode aussi, qui fait aussi partie des carences où nous pouvons retrouver au sein de la population. Parmi les principaux facteurs liés à la carence nutritionnelle, on peut citer en première ligne une alimentation non équilibrée. Par exemple, sur le plan alimentaire, nous voyons que le plus souvent, nous avons une alimentation monotone, en fait, une alimentation qui ne contient pas tous les micronutriments. Nous devons savoir que tous les nutriments que le corps a besoin ne se trouvent pas dans un seul aliment. Donc le fait d'avoir une alimentation faiblement diversifiée est une des causes qui fait qu'on a des carences en tel ou tel microbe. Deuxième chose aussi, c'est les habitudes alimentaires. Donc ce n'est pas souvent que la personne en manque d'argent, mais le fait d'être habitué à manger tel ou tel repas, ça fait aussi qu'il y a un certain nombre de carences qui peuvent s'installer. Un autre facteur très important, c'est la consommation abusive du thé. Pour qui connaît notre pays, elle contribue à la non-absorption des micronutriments. Quand on regarde nos habitudes alimentaires, généralement on est dans le Sahel, le thé est vraiment une infusion prisée. Donc la manière de prendre le thé est importante dans notre alimentation. Nous ne déconseillons pas le thé, mais nous disons que quand nous prenons le thé, nous devons le prendre à une certaine heure différente de l'alimentation. Par exemple, je vais m'expliquer que quand on finit de manger le repas, on doit prendre au moins 30 à 20 minutes avant de prendre du thé. Parce que le thé, il contient une substance qu'on appelle le tannin qui peut empêcher l'absorption du fer. On retient donc que la carence nutritionnelle est l'une des principales causes de l'apparition de certains troubles ou maladies. En termes de maladies, on peut parler, comme je l'ai dit, des types de malnutrition que les gens connaissent. Par exemple, la malnutrition aiguë. On peut aussi avoir, comme je l'ai dit, les carences comme l'anémie qui peut survenir, comme la vitaminose A, donc le fait de ne pas avoir la vitamine A. On peut avoir aussi une cécité crépusculaire. On peut même avoir le goitre. Par exemple, vous connaissez le goitre, c'est aussi une maladie qui est due à une carence en iode. Donc si l'iode manque dans les aliments, ça favorise le développement de la maladie qu'on appelle les troubles dus à la carence en iode. La meilleure manière d'éviter les carences nutritionnelles est d'adopter une alimentation saine, équilibrée et variée. Nous conseillons d'avoir au moins des repas équilibrés, au moins d'avoir les 3 repas. Donc au moins qu'on ait un petit déjeuner où on peut retrouver tout ce qui a un besoin en glucides, en protéines et en lipides, mais aussi qui est aussi riche en vitamines et en sels minéraux. Et les vitamines et sels minéraux, généralement, nous les retrouvons dans les fruits et dans les légumes. Donc nous constatons que beaucoup de ménages consomment beaucoup plus peut-être des aliments énergétiques, mais pas des aliments nutritifs. En somme, il ne s'agit pas de manger beaucoup, mais de manger qualité. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.